Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se concentre sur la gamme des ombres d'Estérène. Cette fois-ci je vous propose un feuilletage et une revue d'Occultisme, un supplément qui était paru en même temps que le manuel de la Lune Noire. Occultisme, voici la version collector. Je peux même vous montrer dans mon exemplaire, j'ai une petite illustration, une petite dédicace de la part de Iris qui avait été réalisée en 2022. Iris qui est l'une des autrices les plus importantes de la gamme et qui a écrit le scénario Une chambre bien rangée qui est disponible dans ce supplément. Donc Occultisme, il est paru comme je l'ai dit en même temps que Manuel de la Lune Noire. Là où Manuel de la Lune Noire se concentre sur les hantises et les fantômes, Occultisme se concentre sur les phénomènes paranormaux et les arts occultes. Donc dans Occultisme, vous allez pouvoir trouver un premier chapitre qui parle de l'occultisme en général, des disciplines, des différents métiers. Ensuite, on va se concentrer sur un cadre de jeu, une organisation qui s'appelle le Cercle de l'Émergence. Et pour finir, un très gros scénario qui s'appelle Une chambre bien rangée, qui a pour thème l'occultisme et le paranormal. Comme vous pouvez le voir, Occultisme a eu plusieurs couvertures. La couverture que vous voyez ici est la couverture de l'édition standard, tandis que la première couverture que j'ai présentée est la couverture collector, seulement disponible en anglais. Occultisme est sorti avec un album de musique qui s'appelle Rise, qui il me semble était le troisième album de la gamme à sortir, après les albums d'Hommes et d'Obscurité sortis avec le Monastère de Tuat et l'album d'Erg sorti avec le deuxième épisode de Derg, il me semble. Depuis, il y a aussi eu l'album Adéliane qui est sorti. Dans Occultisme, en termes de pagination, vous allez avoir un très gros scénario qui prend plus de la moitié du livre, une chambre bien rangée, un cadre de jeu concentré sur une organisation qui prend 12% environ de la pagination, la partie occultisme qui prend un petit quart du livre, et une partie bestiaire, illustration, divers, etc. qui prend environ 12% du livre. Je vais vous proposer un feuilletage du PDF comme à mon habitude dans cette suite de vidéos. Je vais essayer de limiter au maximum les spoils et pour cette revue, je passerai je pense très rapidement sur le scénario pour ne pas rentrer dans les détails d'un scénario complexe et qui vaut le coup d'être découvert à mon avis à la lecture et pendant le jeu. Comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai le PDF, un PDF d'occultisme utilisant l'illustration collector anglaise, donc c'est assez intéressant parce que le PDF est en français et utilise une couverture qui n'a jamais été produite en physique en français. Est-ce que c'est un indice qui tendrait à dire que Occultisme sera réédité à l'occasion avec cette couverture-là en français? Peut-être, moi j'aimerais bien, j'adore vraiment ces illustrations-là dans des tons noirs et or, ça rappelle l'illustration du manuel de la Lune Noire, et c'est tout à fait en ligne avec le thème des phénomènes paranormaux, des hantises, des fantômes, etc. Je trouve que ça apporte une thématique intéressante, et il me semble qu'en anglais il y avait même le livre de base qui avait le droit à une couverture alternative comme ça. Occultisme, c'est un livre de 140 pages environ, vous pouvez voir la table des matières ici, mais je ne vais pas m'arrêter dessus. On commence par un avant-propos qui explique comment la gamme est construite entre les livres qui ont un chiffre et qui font partie du cœur de la gamme et les thémas comme le Monastère de Tuat ou le Manuel de la Lune Noire ou encore Occultisme qui sont plus des livres à côté qui se développent sur une partie de la gamme. Ensuite on a un prologue assez flippant sur 3 pages. Je trouve que cet ouvrage aurait mérité des trigger warnings plus importants du fait des thèmes abordés, notamment le thème de viol. J'aurais aimé un petit paragraphe plus détaillé de trigger warning, peut-être même en 4e de couverture, puisque même le scénario peut potentiellement parler de ces thèmes qui sont assez durs et assez difficilement amenés, même si c'est seulement une option et pas forcément le cœur du scénario, mais pour des gens qui ne préfèrent pas lire ou être confrontés à ce genre de sujet, acheter un livre qui en parle à plusieurs reprises de façon assez claire mériterait peut-être un trigger warning plus important. Une belle illustration en double page qui, je trouve, traduit bien l'ambiance de l'occultisme avec l'importance du savoir, l'importance des connaissances, de la recherche, mais aussi ses côtés d'ombre, ses côtés de lumière. Enfin, c'est une belle illustration qui ouvre sur l'occultisme en Tricasel.
avec ensuite plusieurs pages qui se concentrent sur l'occultisme. Donc une introduction, des textes d'ambiance, comment déchiffrer des signes, d'où vient l'occultisme, est-ce que l'occultisme vient de la magiance, est-ce que l'occultisme vient du continent, des questionnements, des indications sur quand est-ce qu'on croise l'occultisme dans la gamme, avec encore la notion d'objet de pouvoir, et des informations générales par rapport à comment mettre en scène l'occultisme dans vos scénarios et dans vos parties. On a aussi comment l'occultisme est perçu dans les villes, dans les campagnes, et pourquoi les occultismes préfèrent s'installer dans les villes, pourquoi les occultismes sont souvent confondus avec des sorciers, et les différents courants de l'occultisme que sont les sorciers, les médiums, les occultistes à proprement parler, et les tarish et leur lien à la sorcellerie tarish. Là, ce que j'aime bien, j'ai pas encore présenté Derg, mais j'y reviendrai quand je présenterai Derg. On a un arc narratif de l'occulte, comme vous pouvez peut-être le savoir, ou comme vous le verrez dans la vidéo où je parle de Derg. Derg se concentre sur des focus avec des arcs narratifs, c'est-à-dire que l'idée, chaque personnage de la campagne est censé incarner un arc narratif et avoir le droit à ses focus. Et donc il y en a 4 principalement proposés dans le volume 1 de Derg qui regroupe les épisodes 1 à 4 et je trouve intéressant ici de proposer un 5e arc narratif, et donc je trouve ça chouette de pouvoir avoir des arcs narratifs dans plusieurs ouvrages de la gamme qui présentent des ouvrages narratifs et des arcs narratifs et des focus différents pour faire la gamme de Derg ou pour s'inspirer pour faire la campagne de Derg ou pour s'inspirer pour d'autres campagnes. Ensuite on se concentre sur les occultistes et potentiellement comment jouer un occultiste et comment créer un personnage occultiste, et on propose des métiers pour donner un certain thème, une certaine saveur à un personnage occultisme, avec les investigateurs de l'occulte, avec les boutiquiers de l'étrange, trafiquants en affaires occultes et chasseurs de fantômes et quêteurs de flux, des exemples avec Audren Floyd et Steren Slade qu'on a déjà croisés dans Voyage et dans le manuel de la Lune Noire. Un passage où on parle de comment savoir si un personnage connaît une information ou pas par rapport à l'occultisme et comment utiliser le domaine, la compétence, le domaine occultisme par rapport à un domaine prière, érudition ou mystère des Mortaines. Ensuite, d'autres options de personnages avec les médiums. On parle notamment des Aes des Arcs, qui sont des individus qui auraient une sensibilité assez particulière, en partie liée à l'océan, et qui seraient des voyants liés à l'océan. Et ensuite, voilà, d'autres métiers liés aux médiums, les mystiques, les prophètes des cendres, les Aes des Arcs, comment utiliser les visions en jeu, ça je trouve ça très intéressant, d'utiliser les visions d'une certaine façon. Ensuite, on parle des sorciers, une autre option, même si les sorciers sont plus censés être des antagonistes que des joueurs, pourquoi pas avoir des joueurs qui maîtrisent la magie noire ou ont un petit peu des connaissances en sorcellerie, avec différents métiers encore en sorcier, les adeptes déchus, les féticheurs de folles et des messagers. Il semblerait que l'ordre des messagers soit une société secrète de sorciers, avec voilà, comment utiliser la sorcellerie, la rareté du surnaturel, des pouvoirs discrets, préparer le surgissement du surnaturel, l'apprentissage de la sorcellerie. Il parle de la chasse aux sorcières, de comment ça se passe en Gwydir, en Tolkien et en Reyes. Et il parle des pouvoirs des sorciers, de la plaie des tarish, donc de pourquoi les tarish sont perçus comme ça et pourquoi les tarish ont, pour certains, des pouvoirs qui se lient à la sorcellerie. Il parle de nécromancie et de spiritisme. Ici, quand on parle du thème de nécromancie, c'est plus communiquer avec les défunts et obtenir des informations de la part des défunts. On ne parle pas de relever les morts comme un nécromant dans un autre jeu de médiéval fantastique, on va dire. Et ensuite, on parle de différentes disciplines occultes, avec notamment l'ésotérisme, qui est aussi traité dans le manuel de la Lune Noire, plus d'informations sur l'hypnose et sur comment utiliser l'hypnose en jeu, et aussi l'interprétation des rêves et les phénomènes mentaux. C'est assez intéressant. Et ensuite on présente un PNJ potentiel, la Dame à Terre, qui travaille sur les phénomènes mentaux. Et ensuite on présente un nouveau phénomène mental, le désordre du masque froid, qui est censé être un désordre mental plutôt pour les PNJ. Et on présente des disciplines liées à l'occulte comme l'érudition, les langues, la magiance, la science, la médecine, la science des chiffres,
comment dessiner un Excel 6 pour le symbole du temple. Je trouve ça intéressant d'avoir cette illu ici. Et ensuite, on parle de décryptage et de déchiffrement de codes, de chiffres, et du fait que souvent les occultistes et les sociétés secrètes vont coder leurs messages, coder leurs textes, et qu'il faut avoir accès à cette spécialité de codes et de chiffres pour pouvoir potentiellement déchiffrer des codes plus ou moins complexes. Ensuite, on a une règle optionnelle pour améliorer la résistance mentale. Donc dans le livre de base, on a déjà des règles pour pouvoir améliorer notamment la défense, la rapidité. Donc là, on va présenter comment, en termes de coût d'XP et en termes de narration, on peut améliorer notre résistance mentale. Il y a un coût en expérience qui est progressif, c'est-à-dire que pour avoir plus 1 en résistance mentale, on va payer 10 points d'expérience. Ensuite, pour avoir plus 2, on va repayer 15 points d'expérience, etc. Mais aussi une limite narrative dans le sens où il va falloir atteindre certains paliers ou vivre certains événements pour avoir le droit de dépenser cette expérience dans notre résistance mentale. Et là, on précise 4 points différents: la sagesse du cœur, la confiance en soi, la philosophie personnelle, la clarté dans le tournoi. Ensuite, on parle des visions et des arts occultes, la règle optionnelle des arts occultes, avoir différents arts potentiels. Donc là, c'est un peu comme les arts de combat, on va pouvoir dépenser de l'expérience, mais au lieu que ce soit des arts de combat, c'est des arts occultes. Donc on a les arts visionnaires, à obtenir des visions. On a donc l'art des Aïs des arcs qui est très spécifique. Sinon, on a l'art de la vision. Ensuite, on a l'art du rêve. Donc ça fait 3 arts occultes différents. Et on explique comment utiliser ces arts occultes en jeu, qui contrôle les visions du personnage, comment amener des visions intéressantes, mais en gardant un scénario d'enquête utilisable, on va dire. Donc comment amener ça pour que ça amène du jeu, amène de l'ambiance, sans forcément retourner un scénario ou casser un scénario ou casser un PNJ qui est censé cacher quelque chose aux joueurs, etc., etc. Comment construire des scénarios autour des personnages joueurs qui possèdent des arts occultes, comment gérer les indices que l'on apporte dans une vision, et comment décrire une vision avec des points de vue, des temps forts, de la musique, etc. etc. Je trouve ça assez intéressant de tout bien préciser, de proposer du jeu, de proposer des pistes sur les visions, parce que c'est quelque chose qui est rarement traité. On a des jeux de rôle où on va pouvoir espionner les gens, avoir des visions, etc. Mais là, c'est vraiment l'aspect narratif et comment mettre en lien ces visions avec un scénario, des indices, de l'enquête, et comment faire en sorte d'améliorer la partie grâce à ça et pas de casser la partie. Donc je trouve ça bien amené, bien écrit, bien proposé. On arrive sur le cercle de l'émergence, et là, petit aparté, on rentre déjà un petit peu dans du spoil, donc je marquerai ce timer là comme étant spoil dans ma vidéo, puisque c'est un cadre de jeu, mais c'est aussi une société secrète, donc potentiellement des joueurs qui joueraient à STRN et qui rencontreraient le cercle de l'émergence pourraient se faire spoiler en lisant cette partie-là. Donc je vais aller plus vite à partir de maintenant. Le cercle de l'émergence, très globalement, c'est une société secrète d'occultistes, dirigée principalement par une personne, mais qui est aussi on va dire un petit peu tentaculaire, et qui se concentre sur découvrir les secrets de la péninsule, mais qui n'a aucune hésitation dans le fait de mettre en place des réseaux et des sources de revenus illégales pour arriver à ces moyens, on va dire. Donc on parle des personnages, on parle du symbole, on parle d'une expérience dans les boîtes chandelles, on parle de l'histoire occulte avec un petit résumé des années précédentes, qu'est-ce que le cercle de l'émergence, ses objectifs, ses moyens, etc. Comment maîtriser le cercle de l'émergence, les personnages principaux, leurs relations avec certains sigirs du temple, leurs principales activités, des trafics de drogue, etc. etc. On propose des PNJ, et on arrive dans la dernière partie. Donc là, gros spoil, pour tous ceux qui comptent découvrir ce scénario-là en le lisant, ou qui comptent jouer à STRN, à ma table ou à une autre, passez votre chemin, allez à la conclusion, ne vous intéressez pas au scénario. Pour ceux qui restent, qui sont MJ ou qui veulent découvrir ce scénario-là, je vais en parler rapidement, mais sans rentrer dans le détail. Donc une chambre bien rangée, c'est un scénario écrit par Iris. Le style est indiqué comme étant une enquête, entre parenthèses, rationnelle, psychologique et occulte. Le cadre urbain, la saison indifférente, mais c'est mieux s'il n'y a pas de neige. Et la durée, 1 ou plusieurs séances de jeu. Pour moi, c'est quand même un scénario qui, s'il est joué en profondeur, peut durer facilement 2 à 4 séances. Le résumé du scénario, c'est la disparition d'une jeune fille d'un quartier populaire, une jeune fille qui est aimée de toutes, on ne comprend pas pourquoi elle disparaît, et on va amener
les joueurs les personnages joueurs à s'intéresser à cette disparition, à découvrir qu'il y a eu meurtre, à essayer de rechercher qui est le meurtrier dans l'histoire, et petit à petit on va aussi on va les mettre face à des événements potentiellement surnaturels, et on va essayer de les amener à s'intéresser à ces événements jusqu'au dénouement final. C'est un scénario assez dur qui potentiellement, moi j'aurais aimé, comme je l'ai dit au début de vidéo, un trigger warning plus fort qui peut potentiellement parler de viol. C'est aussi un scénario qui va parler en profondeur de deuil, avec des étapes différentes de deuil, et qui va demander aux meneurs de jeu de potentiellement incarner et jouer des PNJ qui sont en deuil. On parle des enjeux et des objectifs du scénario, et moi ce que j'aime bien dans ce scénario là, c'est surtout qu'on va aussi présenter comment amener le scénario, comment amener les joueurs à s'intéresser à ce scénario, comment présenter certains PNJ en amont, potentiellement plusieurs scénarios en amont, pour bien préparer et amener ce scénario et qu'il y ait un impact fort. Potentiellement, si la jeune fille qui disparaît, les personnages joueurs l'ont rencontrée et ont eu des interactions avec elle pendant plusieurs scénarios précédemment, et avec sa famille aussi, ça peut créer beaucoup plus de jeux et beaucoup plus de ressenti et de sentiments de la part des joueurs. Donc il y a avertissement aux meneurs avec l'horreur, etc. On est quand même assez loin du trigger warning très précis, mais on parle quand même des thèmes abordés qui peuvent être forts, et notamment le fait que dans ce scénario-là, les thèmes abordés sont proches de nous, avec des aspects qui en deviendront choquants. Violence urbaine, trafic de drogue, viol. Donc voilà, il est bien indiqué, il y a quand même du trigger warning. Il s'agit en aucun cas de jouer dans un climat durablement malsain, ni de chercher un plaisir pervers à l'évocation de crimes sordides. Donc il faut bien mesurer la balance, mais je pense que c'est forcément un scénario auquel il faut bien réfléchir avant de le faire jouer et choisir les bonnes options. Ce qui est intéressant, c'est on a toujours cette idée de scénario modulaire, d'horreur et de tension dramatique, et qu'il n'y a aucune vérité dans ce scénario, dans le sens où il y a plusieurs pistes qui sont proposées de meurtriers, mais on peut choisir le meurtrier selon l'ambiance qu'on veut mettre au scénario, et qu'il y a des scènes ou des indices ou des conclusions différentes selon le thème vers lequel on veut tirer les joueurs, on va dire. Voilà, donc cauchemar, main sanglante, etc. Comment donc découvrir et s'impliquer, comment mettre les joueurs dans l'ambiance, comment intégrer le scénario à une campagne, ça c'est vraiment des parties importantes pour moi, qui permettent vraiment d'amener une chambre bien rangée, ce scénario, au cœur d'un jeu. C'est pas un one shot, c'est un one shot qu'on pourrait faire jouer simplement comme ça avec des pré-tirés, mais pour moi c'est vraiment un scénario qu'on va vouloir amener, on va vouloir faire jouer des PJ pendant plusieurs séances, puis les amener à ce scénario-là, et potentiellement ce scénario-là continuera d'avoir des impacts dans les scénarios suivants. On propose une nouvelle utilisation de l'arc de la vengeance, on parle des cartes indices, puisque ce scénario, qui a été un gros scénario, avait été proposé avec de nombreuses aides de jeu, et on propose une chronologie générale. Ensuite on a le cadre de jeu, donc on va dire où est-ce que se déroule l'aventure. Il n'y a pas de ville précise, ça peut être un quartier des Tisserands dans n'importe quelle ville en Raise ou en Tolkien qui est assez importante, et on va avoir toute une présentation du quartier des Tisserands avec différents lieux importants dont il faut bien s'imprégner pour pouvoir les présenter à nos joueurs, le canal, la place du marché, les égouts, le lavoir, la maison abandonnée, etc., etc. Des personnalités avec la famille mère, qui est la famille importante dans laquelle la jeune femme va disparaître. On propose aussi des musiques, puisqu'il y a un nouvel album, on ne va pas que proposer des musiques de cet album-là d'ailleurs, mais toujours intéressant, selon les scènes, selon les actes, selon les PNJ, il y a des musiques qui sont proposées toujours pour amener cette ambiance et cette idée de jeu à multiples facettes, on va dire. Donc on présente pas mal de PNJ, comment les rencontrer, comment les mettre en jeu. Ensuite on parle du cercle de l'émergence, puisque bien sûr le cercle de l'émergence qui est présenté plus tôt dans l'ouvrage est aussi mis en jeu dans ce scénario-là. Donc on parle du cercle de l'émergence, on parle de personnages, voilà. On parle du voisinage, du quartier en général, avec plusieurs personnages potentiels, et ensuite on rentre dans l'acte 1. Donc là en fait ça va être 3 actes qui vont petit à petit emmener les joueurs de plus en plus dans le scénario, et de plus en plus vers potentiellement l'horreur et le surnaturel. L'acte 1 ça va être tout d'abord
une vie normale dans le quartier, puis la disparition, puis la recherche de la disparue, puis la découverte du corps, puis l'enquête sur qui pourrait être le meurtrier, avec des propositions de différents meurtriers, c'est ce que je disais. Et ensuite, le fait qu'un inconnu va être retrouvé avec des affaires de la disparue et qu'il va y avoir un jugement direct de la foule, et donc potentiellement un peu une scène d'horreur amenée comme ça, puisque la foule prend le jugement entre ses mains sans être sûr que ce soit bien le meurtrier, et qu'on amène même à potentiellement faire des mises à l'épreuve sur l'influence pour que certains joueurs puissent être emmenés un petit peu par cette furie sanguinaire de la foule et participe au supplice de cet individu qui n'est peut-être pas le vrai meurtrier. Ensuite, on rentre dans l'acte 2, et l'idée entre l'acte 1 et l'acte 2, c'est qu'on puisse faire une césure, une coupure entre deux parties notamment, et qu'on amène, alors ça c'est un peu railroadé, mais qu'on amène les joueurs à se faire arrêter, et que pendant plusieurs jours, en fait, ils soient dans des geôles et ils n'aient pas accès au quartier, et quand ils vont ressortir des geôles, ils vont se rendre compte que le quartier a évolué, qu'il y a des événements surnaturels qui ont lieu dans le quartier. C'est assez bien justifié la façon dont on les met dans les geôles et pourquoi ils arrivent là. C'est bien expliqué dans le scénario, hein. Ils sont un peu mis... en fait, il y a des fausses preuves qui sont amenées pour essayer de faire passer le meurtre sur leur dos. Et ensuite, on les libère parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément des preuves valides et que ça pourrait être des enquêteurs qui pourraient aider à résoudre les problèmes dans le quartier des Tisserands. Et donc là, l'acte 2, c'est vraiment amené à plus de surnaturel, même si c'est pas forcément du vrai surnaturel. On laisse le choix entre du vrai surnaturel ou des explications plausibles liées à de la drogue, liées à de l'hystérie collective, etc. etc. Et ensuite, on parle de différents témoignages, de pistes. Donc là, c'est vraiment une partie enquête avec la possibilité de visiter différents endroits, avec des cauchemars, des épidémies de maladies, enfin voilà, des choses qui vont amener une tension plus importante et qui vont transformer le scénario en huis clos, puisqu'il va potentiellement y avoir une quarantaine, un isolement. Les personnages pourraient vouloir s'échapper du quartier et ne pas chercher à résoudre ce scénario à cette enquête. Dans ce cas-là, ils expliquent, il y a une page complète qui explique comment s'échapper du quartier et que faire si les personnages joueurs décident de s'échapper du quartier, puisqu'il ne faut pas forcer forcément votre table à aller au bout du scénario. Et ensuite, on parle d'autres personnages, de continuer l'enquête. L'acte 3, c'est la confrontation face aux différents éléments surnaturels du quartier. Est-ce qu'ils sont surnaturels ou non? Comprendre le fin mot de l'histoire et mettre un point final positif ou négatif à toute cette enquête, à ce meurtre et à tout ce qui s'est passé dans le quartier, avec du coup différentes scènes jouables, différents éléments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se concentre sur les objectifs du scénario, comment faire pour ramener le calme et ramener, on va dire, un semblant d'ordre dans ce quartier, comment arrêter les événements surnaturels dans ce quartier, et selon si les personnages joueurs arrivent plus ou moins à faire ça, on considère qu'il y a des objectifs secondaires et principaux qui ont été réussis ou non, et on va doser les points d'expérience et doser aussi les événements à venir dans ce quartier en fonction de la réussite ou l'échec de tous ces objectifs. Ensuite, on rentre sur un bestiaire de quelques pages où on présente deux créatures qui sont potentiellement mises en scène dans ce scénario. Je dis potentiellement puisque, encore une fois, il est indiqué qu'on n'est pas obligé d'utiliser ces créatures et qu'on peut éloigner le surnaturel, on va dire. Donc il y a un Divlanc et un Croque-Mitaine. Et ensuite, un épilogue de 1 page et demie qui est assez intéressant, qui met bien l'ambiance et qui en plus est un texte qu'on peut potentiellement présenter aux joueurs à la fin du scénario et qui peut expliquer certaines choses. Voilà pour le livre Occultisme, qui est pour moi un très bon ouvrage, un très bon théma. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que toute la partie sur l'occultisme et le cercle de l'émergence sont vraiment géniaux. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Le fait qu'on propose un arc narratif, le fait qu'on propose de nouveaux métiers et le fait qu'on parle des domaines, des disciplines, des compétences potentielles des occultistes, ça apporte énormément de jeu pour une nouvelle, on va dire un nouvel aspect des ombres d'Estérène. Donc ça, c'est vraiment une très grosse réussite. D'un autre côté, on a ce scénario qui fait plus de la moitié du livre, qui est pour moi
très bien écrit, très bien réussi, qui manque d'un trigger warning peut-être plus important au niveau de la 4e de couverture et au niveau peut-être des avant-propos. Peut-être le seul bémol que j'aurais à donner entre le manuel de la lune noire et occultisme, j'aurais peut-être préféré un ouvrage qui se concentre sur les cadres de jeu et le système de jeu, l'ambiance, etc., qui regroupe des informations du manuel de la lune noire et d'occultisme. Un second supplément qui se concentre vraiment que sur des canevas et des scénarios, donc les canevas disponibles dans le manuel de la lune noire, une chambre bien rangée d'occultisme, et un troisième supplément qui soit celui du manuel de la lune noire en physique, que l'on puisse donner à nos joueurs comme un vrai écrit, l'écrit de Terence Lane. Donc j'aurais pas forcément choisi cette mise en page, j'aurais peut-être eu plutôt 3 ouvrages avec un ouvrage orienté canevas et scénario, un ouvrage orienté cadre de jeu, univers, ambiance et système, et un ouvrage orienté aide de jeu qui peut être communiqué aux joueurs. Il en reste pas moins que ce sont 2 ouvrages orientés occultisme, antis, fantôme qui sont très réussis. J'aurais tout de même aimé plus d'informations. On en revient toujours au même, on n'attaque pas les secrets et donc on a énormément de propositions, on a énormément de choses à faire jouer, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire sur pourquoi ces phénomènes paranormaux, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des visions, etc. etc. Donc on a toujours cette idée de dire on présente énormément de choses, on peut faire jouer énormément de choses aux joueurs, mais le meneur de jeu n'a pas le fin mot de l'histoire, donc soit il va devoir décider de qu'est-ce que sont les secrets de l'univers, soit il va devoir attendre la publication de l'univers, soit, et ça c'est mon parti pris, il va devoir présenter aux joueurs une vérité partielle qui est considérée comme vraie pour ces joueurs-là en fonction de leurs désordres mentaux et en fonction de leur expérience personnelle, mais ces vérités partielles ne sont pas forcément les vérités de l'univers, ce qui fait qu'il peut y avoir, si on joue beaucoup avec des joueurs, une première campagne qui va présenter certaines vérités, puis présenter d'autres vérités qui vont être en opposition avec les premières vérités, et au final, quand les secrets sortiront, il y aura peut-être une 3e campagne ou d'autres jeux qui amènera encore autre chose, qui viendra à contredire ce qui avait été joué plus tôt, mais c'est pas forcément un mal, puisque de toute façon, ce qui avait été dit plus tôt, c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre, c'est plus un ressenti et un vécu personnel de certains personnages à un moment donné. Voilà. Mais globalement, un des suppléments que je préfère lire, en tout cas pour la partie cadre de jeu et occultisme, le scénario en lui-même est assez dur à lire du fait des thèmes abordés, et du fait de la complexité globale, ou en tout cas de l'épaisseur du scénario, mais ça reste un scénario qui est pour moi réussi, et qui peut être très intéressant à faire jouer, surtout s'il est amené bien en avance. Donc pour moi, il faut vraiment faire jouer les personnages en amont, leur faire rencontrer potentiellement certains PNJ bien en amont, les faire venir dans le quartier des Tisserands peut-être 1 ou 2 fois dans leurs aventures avant de mettre en place ce scénario-là. Voilà, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, c'est toujours apprécié. Prochaine revue, j'attaquerai sûrement Maelwan et Romantisme Noir, et je me garde Derg pour la fin. J'espère que cette série de vidéos jusque-là vous plaît toujours. Je vous souhaite bon jeu et vous dis à bientôt.